Voilà, bonsoir et bienvenue à tous dans votre émission Cled Média, une émission qui se passe tous les week-ends avec les journalistes et professionnels qui n'ont pas de couleur politique. Nous allons aujourd'hui, ce soir, parler de ce grand sujet qui a touché l'actualité, qui est à la une depuis plus de 2 semaines en République démocratique du Congo. La MONUSCO va-t-elle partir? Ou la MONUSCO, depuis son arrivée en République démocratique du Congo, qu'est-ce que la MONUSCO fait? Et aujourd'hui, on nous révèle que l'Organisation des Nations Unies accepte que le Rwanda est de mèche avec les terroristes M23. C'est cette grande question qui fera en sorte que nous puissions analyser ce soir avec mes confrères journalistes qui sont sur ce plateau. Je commence avec Welcome Ngimbi, Simi Télévision. Welcome Ngimbi, bonsoir. Bonsoir Yves Maëlle. Vous allez bien? Oui, dans la mesure du possible, on est là. Quels sont les dessous des cartes? Juste que les aléas de la vie à Kinshasa, comme d'habitude, mais comme je l'ai dit tantôt, on est là et c'était un grand plaisir pour moi de participer pour la première fois dans cette émission et aussi dans ces beaux cadres que la télévision, le Phare TV nous a adressés. Donc vraiment coup de chapeau à vous et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois, vu que c'est la première fois, sûrement il y aura la deuxième, la troisième et on sera toujours là lorsque le temps nous le permettra. Ok. Joël Ochoudi. Joël Ochoudi, bienvenue. Bonsoir confrère Israël Maëlle. Yves Maëlle. Yves Maëlle, excusez-moi d'avoir massacré votre nom en direct. Je vous remercie pour votre invitation, mais également nous sommes au rythme de l'agression rwandaise. C'est parce que nous sommes en pleine agression rwandaise. À l'heure où je vous parle, c'est quasiment 2 mois que les terroristes du M23 occupent le centre frontalier de Bunagana. Donc nous sommes au rythme du pays et voilà. On commence déjà avec cette grande question de savoir si les gouvernements congolais doit-il annuler les contrats de la MONUSCO en République démocratique du Congo, ces contrats signés, cet accord, je peux dire, signé en 2000. Parce que d'après les événements, nous voyons que la MONUSCO est arrivée, la RDC comptait 3 groupes rebelles. 22 ans après, 150 groupes rebelles, 147 groupes rebelles de plus sous l'œil de la MONUSCO. Est-ce la MONUSCO doit continuer à vivre, à demeurer en République démocratique du Congo parce que la MONUSCO n'aide pas le FARDC? Welcome Ngimbi. Bon, moi personnellement, je dirais c'est une question vraiment cruciale sur laquelle il faudrait vraiment voir tous les aspects possibles parce qu'il s'agit là, bien évidemment, d'aucun ignore qu'il s'agit de la sécurité. Et quand il s'agit de la sécurité, ça nous intéresse tous. Dire qu'aujourd'hui, il est temps que la MONUSCO plie bagage, quitte le sol congolais, je pense que oui et aussi non. Et pour essayer un peu de bien analyser cela, pour essayer un peu de sortir, je peux dire, une bonne réflexion, je préfère d'abord partir du départ, partir de la jeunesse, parce que il faut savoir que c'est à la demande du gouvernement congolais de l'époque, quand il y avait encore le régime de Laurent Désiré Kabila, c'est la RDC qui a demandé aux Nations Unies de lui envoyer une mission onusienne pour mettre fin à l'insécurité qui gangrénait déjà à cette époque-là dans sa partie Est. Parce que, souvenez-vous, il y avait des groupes rebelles qui occupaient la partie Est de la RDC, notamment les provinces du Nord et du Sud Kivu, qui étaient vraiment sous l'insécurité. Et cela est arrivé juste après que l'AFDEL, qui constituait les forces dirigées par Laurent Désiré Kabila, ait saisi la ville de Kinshasa, qui est la capitale d'aujourd'hui. Donc, c'était pour mettre fin à cela que la RDC a fait cette demande aux Nations Unies d'envoyer cette mission ici en RDC. Et d'abord, ce n'était pas d'abord la MONUSCO, à cette époque-là, c'était la MONUC, la mission des Nations Unies pour la RDC. Et on a vu, ils sont venus et ils avaient au moins, je peux dire, un mandat, parce que lorsque les Nations Unies déploient une force onusienne dans un pays donné, parce que ce n'est pas seulement en RDC. Nous avons vu, par exemple, au Mali, il y a eu la MINUSMA, en Centrafrique, la MINUSCA, même aussi à la frontière entre l'Israël et la Palestine, il y a aussi une mission onusienne qui est envoyée là-bas. Et quand cette mission onusienne est venue en RDC, nous avons vu que
ils avaient au moins un mandat qui reprenait au moins, je peux dire, 5 objectifs à atteindre. Oui. Là, je parle d'abord de la MONUC. Et maintenant, parmi les points qui constituaient, je dirais, la mission de la MONUC en RDC, c'était d'abord notamment établir des contacts avec les signataires de l'accord de cessez-le-feu, je dirais au niveau des quartiers généraux et dans les capitales des États signataires de l'accord de Lusaka. Parce que, puisque la situation de l'Est de la RDC à cette époque-là dérangeait toute l'Afrique, parce qu'on appelait ça même la deuxième guerre du Congo, même la guerre africaine, la première guerre africaine de cette époque-là, il y a eu des pays, notamment la Namibie, l'Angola, le Rwanda même aussi, qui se sont mis ensemble pour soutenir la RDC et puis trouver un accord pour que les groupes rebelles déposent les armes et que la paix soit restaurée sur la RDC. Et maintenant, quand la mission onusienne, c'est-à-dire la MONUC est venue en RDC, avait pour objectif de suivre de près, de mettre encore, de renforcer cette coopération pour que cet accord qui avait été signé, l'accord de Lusaka, soit mis en place. Et à part cela aussi, la MONUC avait aussi pour mission de fournir des informations sur les conditions de sécurité. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui pensent que la MONUSCO avait vraiment la mission, je peux dire, directe de tirer sur les groupes rebelles, de les traquer, tout ça, oui. Mais leur mission revenait un peu, s'il faut le dire, même à partir de 2010, revenait en deuxième position. C'était d'abord la mission des Congolais eux-mêmes, de l'armée nationale congolaise. Et rapidement, je vais citer aussi l'autre mission, c'était de maintenir la liaison avec toutes les parties de l'accord, comme je l'ai dit, avec l'accord de Lusaka. Donc, s'il faut résumer, la MONUC avait pour mission d'observer tout simplement les discussions ou encore les pourparlers pour que cet accord-là de Lusaka soit mis en place. Mais elle n'avait pas vraiment d'abord la mission de se pointer au premier point. Et quand nous sommes arrivés en 2010, le 1er octobre 2010, les Nations Unies ont élargi la mission de la MONUC. D'où on est passé de la MONUC à la MONUSCO. MONUSCO, c'est-à-dire Mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo. Et maintenant, cette MONUSCO-là a eu au moins à bénéficier d'autres, je peux dire, d'autres prérogatives. Par exemple, de fournir de moyens logistiques à la RDC. Aujourd'hui, nous voyons la RDC bénéficie, je dirais, des hélicoptères, etc. Donc, c'était maintenant donné à la charge de la MONUSCO, de soutenir la RDC, de mettre tout en œuvre pour, je dirais même, pour traquer les groupes terroristes. Et aussi, défendre lorsque la sécurité est menacée. Chose qui n'était pas faite, chose qui n'était pas le cas avec la MONUC, mais c'était le cas maintenant avec la MONUSCO. Mais au-delà de tout, bien que cette MONUSCO, ou encore à l'époque qui était la MONUC, était là pour défendre, je dirais, le territoire congolais, pacifier l'Est de la RDC, mais je ne pense pas qu'il faut directement accuser, je peux dire, que si aujourd'hui... Vous venez de dire tout à l'heure que la MONUC, la MONUC avant, la MONUSCO, n'avait pas la mission de tirer sur les rebelles. Mais ils avaient quand même la mission de tirer sur les Congolais, les 32 Congolais qui sont morts, quand même cette mission, parce qu'ils ont tué les Congolais qui ont manifesté contre leur existence ici. Ce sont des choses que nous déplorons. Là, vous parlez de la marche qui a eu... Oui, de la marche qui a eu du 25 au 27 juillet. Du 25 au 27 juillet. Au 27 juillet, notamment à Uvira et... À Beni, à Goma. Oui. Ah ouais. Bon, là, ce sont de bavures, ce sont de, je peux dire, des actions que nous condamnons. Parce que dans toute mission, il y a toujours des dérapages. Mais d'abord, s'il faut parler de la mission fondamentale, il faut dire que la MONUSCO avait pour mission de traquer le groupe rebelle. Mais s'il faut résumer un peu rapidement pour ce qui est du bilan, je peux dire que le bilan de la MONUSCO est un peu mitigé, c'est partagé. Parce qu'il y a certaines choses qu'on peut aujourd'hui approuver et d'autres qu'on peut décrier. Par exemple, souvenez-vous, c'était sous l'œil de la MONUSCO qu'on a eu à tirer sur... On a eu à descendre l'ambassadeur italien en RDC, Luca Attanasio, qui était dans l'Est de la RDC. Oui. Sous la présence de la MONUSCO, mais malheureusement, elle a été tuée. Et là, ça montre l'inefficacité. Mais... s'il faut parler maintenant parmi les points, je peux dire, qui sont un peu positifs ou encore dont la RDC a bénéficié, par exemple, au travers même de cette même MONUSCO, nous avons vu qu'en 2013, que les M23 ont été repoussés.
À part cela aussi, dans les dernières années, je peux dire dans les 10 dernières années, il y a 5 lustres, c'est-à-dire il y a au moins 10 décennies, il y a au moins une décennie, pardon, on a vu que le groupe Mai Mai, on n'en parlait plus. Et même aussi, ce groupe rebelle de M23, on a vu, ils sont revenus juste à peine en 2021 et particulièrement lorsqu'ils ont pris la ville de Bunagana. Donc, je pense que d'un côté, ils ont failli à leur mission parce que malgré leur présence, il y avait des failles qui ont été notées. De l'autre côté, au moins, il y a des points qu'on peut quand même applaudir. Donc là, il faudrait maintenant que le gouvernement puisse bien mettre les choses sur la table. Parce que déjà, les pourparlers sont en place entre le gouvernement et les responsables de la MONUSCO. Je vais prendre Joël Ochoudi. La MONUSCO est-elle incapable, impuissant, faible, médiocre pour instaurer la paix en République démocratique du Congo? Joël Ochoudi. Merci beaucoup pour votre question très pertinente, mon confrère Israël Maëlle. Yves Maëlle, excusez-moi, mais c'est Yves, excusez-moi. Écrivez-le quelque part. Non, je n'oublierai plus. Yves Maëlle, merci pour la pertinente question. Mon frère Ngimbi venait de brosser une historique où la genèse de l'arrivée de la Monique ou la MONUSCO actuellement en RDC. Là, je ne voudrais plus revenir dans ce cas. Il a fait une historique énorme. Je voudrais revenir à la question, mais avant d'abord de répondre à votre question, j'aimerais dire ceci. Il ne faudrait pas ici, au Congo, en République démocratique du Congo, que notre gouvernement puisse se dédouaner de ses responsabilités. Il ne faudrait pas. Nous sommes où finalement? La constitution congolaise du 18 février 2006 donne des missions à l'État. L'État a notamment pour mission régalienne ou traditionnelle de sécuriser et défendre ces populations. Donc ici, il ne faudrait pas mettre tout sous la responsabilité de la MONUSCO. Si on mettait tout à la responsabilité de la MONUSCO, ça serait alors une grande irresponsabilité du gouvernement congolais et de l'État congolais. Donc il ne faudrait pas ici dédouaner le gouvernement congolais pour mettre tout à la tête de la MONUSCO. Mais j'aimerais aussi souligner une chose. Ngimbi a quasiment tout dit. La MONUSCO n'est pas là pour attaquer. Selon sa mission qui a été revue en 2008 ou 2010. La MONUSCO est là pour observer et en cas d'attaque, c'est d'abord le FARDC qui commence et la MONUSCO va appuyer. Donc la MONUSCO, même si le terroriste du M23, les ADF et les autres ressurgissent, la MONUSCO ne peut pas attaquer sans pour autant l'autorisation préalable du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais également l'autorisation du gouvernement congolais. Ici, c'est l'incapacité de l'État congolais, l'irresponsabilité de l'État congolais de pouvoir se défendre selon la constitution du pays. Donc il faudrait pas ici dédouaner la mission régalienne de l'État pour en fait mettre sous la charge du gouvernement congolais. Mais j'aimerais aussi revenir. Oui, je suis d'accord que la MONUSCO puisse partir quasiment 2 décennies. Elle a fait ici 22 ans, quasiment 23 ans ici au pays, avec un bilan catastrophique. Selon plusieurs rapports, la société civile du Nord Kivu, Sud Kivu, de l'Ituri et les baromètres sécuritaires du Nord Kivu, cette MONUSCO serait, je parle au conditionnel, je suis journaliste, serait impliqué dans des scandales énormes.
selon la société civile du Nord Kivu, c'est pas moi, journaliste, qui l'a fait, mais si je cite la source, le baromètre sécuritaire du Nord Kivu et la société civile du Nord Kivu, cette MONUSCO serait impliquée dans de bavures énormes. Elle serait citée dans des scandales, notamment dans des scandales de minerais de l'Est du pays, dans des mines du Congo. J'ai vu même certaines vidéos très compromettantes contre la MONUSCO où on voit il y a des engins de véhicules de la MONUSCO. C'est parce que ici, les véhicules de MONUSCO ne peuvent pas être fouillés par nos FARDC. Leurs avions, les hélicoptères ne peuvent pas être fouillés par le FARDC. Et on a retrouvé les tenues de nos FARDC, des minerais dans des engins roulants, les véhicules, les hélicoptères de cette fameuse MONUSCO. Donc, je suis totalement d'accord pour le départ de la MONUSCO, mais il faudrait que ça puisse se faire d'une manière progressive. C'est parce que, selon la procédure, la MONUSCO pourra quitter au Congo en 2023, plutôt en 2024. En 2024. Selon la procédure légale. Donc, il ne faudrait pas ici anticiper les choses. C'est parce que ici, en RDC, il y a des élections qui se projettent à l'horizon, notamment les élections de 2023. Donc, nous voulons que la MONUSCO soit là pour être également observateur lors du scrutin de 2023. On ne voudrait pas laisser tout dans ce gouvernement irresponsable. Nous connaissons les actes, les attitudes de notre gouvernement, donc on ne peut pas anticiper le départ de la MONUSCO malgré qu'elle a échoué. Mais je voudrais aussi souligner une chose. Cette MONUSCO, elle est aussi importante. Quand elle est ici en RDC, lorsqu'il y a eu crash d'avion où il y a eu la logistique présidentielle était partie. Au Congo, on n'a pas d'expertise, on n'a pas des engins pour faire des enquêtes. On fait toujours recours à la MONUSCO. Malheureusement, ces enquêtes n'ont jamais abouti. Vous vous rappellerez de la logistique présidentielle où le blindé du chef de l'État était parti comme ça. Et on a dit, la MONUSCO a amorcé des enquêtes et que ces enquêtes n'ont jamais abouti. Donc, je suis d'accord pour le départ de la MONUSCO, mais ça doit se faire d'une manière progressive car la MONUSCO a totalement échoué. Quasiment plus de 2 décennies au pouvoir et avec un bilan très mitigé. Et ici, on a vu, pour chuter, on a vu... Attendez d'abord, avant de chuter. Vous venez de dire tout à l'heure que la MONUSCO est très importante pour les élections, pour organiser les élections. Pour sécuriser les élections. Pour faire l'observation. Ce sont les mêmes propos qu'a tenu un homme politique hier, Franck Djongo, qui dit que la MONUSCO doit rester pour observer les élections de peur qu'il y ait glissement. Je vais poser une question. En 2018, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, se décide d'organiser les élections d'après la Constitution. Il refuse en bloc la présence des Nations Unies comme les observateurs. Il y a eu élection, il y a eu passation de pouvoir civilisé d'un fils d'un opposant historique dans ce pays. Je cite Félix-Antoine Tshisekedi, qui est le président de la République. Alors, vous pensez que si la MONUSCO part aujourd'hui, elle partait aujourd'hui, nous n'aurons pas des élections crédibles et transparentes dans ce pays? Merci pour la question. Vous êtes journaliste. Rappelez-vous qu'en 2018, lors des élections du 30 décembre 2018, cette MONUSCO, malgré son échec, selon sa mission, elle a joué un rôle prépondérant. À l'époque, j'étais étudiant à l'UNIKIL et pendant les manifestations de 2015-2016, j'étais au premier cycle de mon cursus universitaire à l'UNIKIL, mais cette MONUSCO a joué un rôle fondamental pour sécuriser la population contre la répression de l'ancien système de prédation de Joseph Kabila. Donc aujourd'hui, vous avez parlé des élections. Exactement. Nous le savons bien qu'il y a eu élection en 2018. Il y a eu passation du pouvoir civilisé.
il y a eu refus des observateurs internationaux. Mais quand même, il y a eu élection, il y a eu passation du pouvoir. Maintenant, on a eu quelle sorte d'élection? On a eu les élections qu'il faut. On a eu quelle sorte les élections qu'il faut. La MONUSCO était là. On a organisé les élections le plus chaotiques de l'histoire de la République démocratique du Congo. Les élections du 30 décembre 2018. On a nommé des députés, des députés nationaux, des députés provinciaux à la présidentielle. Je ne voudrais pas parler. On a eu une parodie d'élection. Donc, dire aujourd'hui que la MONUSCO puisse partir précipitamment, ça ne sera pas une bonne chose. Mais pour chuter, on voit Bunagana est sous occupation des terroristes du M23. Nos FARDC sont en train de combattre. Elles ont mon soutien total. Mais si la MONUSCO part aujourd'hui, je m'interroge, qui sera responsable du départ précipité de la MONUSCO? C'est parce qu'on ne voudrait pas vivre les chaos après le départ de la MONUSCO. Ici, mon confrère Ngimbi a cité le cas du Mali, de la Centrafrique, la MINUSMA et autres. Actuellement, en Centrafrique, c'est le chaos. Au Mali, c'est le chaos, malgré la junte au pouvoir. C'est le chaos. Les terroristes font la loi. Au Mali et en Centrafrique, c'est l'insécurité qui est gangrénée. Donc, ici au Congo, on ne voudrait pas avoir un départ précipité de la MONUSCO, car on risque de vivre les chaos énormes. C'est parce que nous sommes sous occupation du M23 et on fait quoi? Qu'est-ce que le gouvernement fait? Le confrère qui vient de nous rejoindre, Georges, déjà, la MONUSCO vient et son porte-parole qui déclare que la MONUSCO est incapable de défendre avec le FARDC parce que les groupes rebelles ont des armes plus sophistiquées que eux. Cette déclaration, cela ne démontre pas l'aveu de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Voilà, monsieur Yves, merci pour la question. D'emblée, j'aimerais commencer par m'excuser auprès de nos téléspectateurs qui me retrouvent tout à l'heure sur le plateau. Le suite des embouteillages, voilà, donc je présente mes sincères excuses pour ce retard dans l'émission. Également, je vous présente mes excuses pour les présentateurs et aussi à des confrères sur le plateau. Ouais. Voilà. Avant que je n'attaque la question du porte-parole de la MONUSCO, j'aimerais tout d'abord parler de l'affaire en gros, c'est-à-dire du point de vue général. Est-ce qu'il faudrait que cette MONUSCO puisse partir tout à l'heure, immédiatement? Ou encore, est-ce qu'il faudrait que cette MONUSCO continue à rester avec nous? Ce sont là les questions qu'on doit se poser. Ou soit, au-delà de ces différentes questions, ajouter une autre question de savoir quelle est la mission principale de cette MONUSCO ici chez nous. Une autre question qui s'ajoute, c'est quoi l'impact de la présence de cette mission onusienne ici sur les sols congolais depuis qu'ils sont là? Ce sont là les différentes questions qu'on devra se poser avant qu'on puisse aller attaquer les causes. Voilà, il faudrait d'abord qu'on arrive à la source. J'aimerais moi-même essayer de répondre à ces différentes questions. Je commence par la mission de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Cette mission existe chez nous depuis plus de 10 ans déjà. Pour quelle mission? La stabilité dans l'Est, l'appui à nos forces armées, un appui beaucoup plus militaire notamment. Et c'est quoi le bilan après 10 ans qu'ils soient sur notre sol? Les Congolais se font égorger
sous l'œil impuissant de cette MONUSCO. Eux-mêmes se transforment en groupe rebelle en abattant notre population sous l'œil cette fois-ci impuissant de notre gouvernement et de notre armée. La MONUSCO qui devrait nous sécuriser, la MONUSCO qui devrait stabiliser la paix dans la partie est de notre pays, elle se transforme, cette MONUSCO, en pillère de minerais, de nos minéraux qui sont surtout de cette partie-là de la République. Voilà donc la MONUSCO, moi je dirais en bloc que la MONUSCO a fauché. La MONUSCO a échoué à sa mission. La MONUSCO ne mérite plus continuer à rester sur notre sol. Et d'ailleurs, ces cris d'alarme, je les lance aujourd'hui, c'est peut-être le téléspectateur qui m'écoute maintenant. C'est depuis très longtemps que nous avons voulu que cette MONUSCO puisse partir de notre pays. Mais pourquoi elle continue à exister? Une autre question. Pourquoi depuis tous ces temps, la MONUSCO continue à se maintenir sur notre sol? Déjà, en dehors de ce régime, je retourne excusez-moi, au régime passé, où l'ancien régime Kabila a voulu que cette MONUSCO puisse partir de notre pays. Mais chose étonnante, à ce temps-là, l'actuel régime au pouvoir, à l'époque dans l'opposition, s'est catégoriquement opposé à cette démarche. Ils ont dit voilà, Kabila voudrait que la MONUSCO puisse partir parce que il y a aiguille sous roche. Voilà, on veut tuer tous les Congolais. Kabila voudrait que la MONUSCO puisse partir parce que il voulait qu'on puisse balkaniser notre pays. Kabila veut que la MONUSCO puisse partir parce qu'il veut procéder à la tricherie lors des élections prochaines. Voilà comment procéder l'UDPS pendant qu'ils étaient au pouvoir. Mais chose grave, aujourd'hui, ils sont les premiers à demander le départ de la MONUSCO. Oui, moi je suis d'accord, je l'ai dit, ce n'est pas maintenant que je veux que la MONUSCO puisse partir. C'est depuis bien longtemps que nous avons voulu que cette MONUSCO n'existe pas. Mais pourquoi cette précipitation cette fois-ci? Suivez la lecture des communicateurs de l'UDPS ou de l'Union sacrée, s'il ne faut pas indexer un seul parti, ceux qui sont à la majorité aujourd'hui, présidentielle. Il faudrait que la MONUSCO puisse partir maintenant et tout de suite. Pourquoi cette urgence maintenant? Oui, merci mon confrère. Je vais prendre Welcome Gimbi. Non, je voudrais terminer quelques mots. Oui, d'accord, vous aurez la parole. Je vais poser une autre question parce qu'on court derrière les temps. Je vais également poser une autre question. Welcome Gimbi. Les experts de l'Organisation des Nations Unies révèlent que le Rwanda est derrière le groupe rebelle M23. Alors, c'était déjà connu de tous. Eux, ils le savaient depuis novembre 2021, d'après les communiqués. Les communiqués. Oui. Pourquoi les dire maintenant, après les manifestations contre la MONUSCO? Pourquoi les dire maintenant? Ils veulent faire les yeux doux à la RDC, que la RDC puisse maintenir son existence au sol congolais. Yves Maël, merci pour la question. Mais avant d'abord d'y répondre, j'aimerais d'abord essayer un peu de mettre un avis sur ce que mon co-débatteur Joël Ochudi vient de dire. Oui. Parce que dans son analyse, il a dit qu'il est vraiment important, crucial, que la MONUSCO reste d'abord sur le sol congolais pour faire l'observation des élections prochaines de 2021. C'est même la proposition qui a été faite hier, il y a 24 heures, par Franck Diongo, ancien député national. Je pense que là, nous dévions de notre objectif, du cap que nous sommes fixés. Souvenez-vous, nous sommes déjà, il y a 62 ans depuis que nous sommes indépendants. Et le 30 juin dernier, on venait de fêter cette indépendance, cette souveraineté tant nationale et internationale. Jusqu'à quand aujourd'hui l'homme congolais peut compter sur lui-même? Jusqu'à quand? Parce qu'on est le premier à aller tendre la main aux autres. Aujourd'hui,
tout le monde le sait, que nous avons une économie, par exemple, extravertie, une économie qui dépend de l'extérieur. Mais pourquoi d'abord on ne peut pas compter sur nous-mêmes? Est-ce que si aujourd'hui, parce que vous avez dit même en 2018, les élections ont été organisées, il n'y avait pas l'observation des Nations Unies, mais on a eu des élections. Ouais. Parce que partout dans le monde, il y a des élections. À l'issue d'une élection, il y a toujours des contestations. Je donne un exemple aux États-Unis. Aujourd'hui, on voit Donald Trump qui fait comme le Martin Fayoulou, qui revient sur la vérité des unes, s'il faut le dire ainsi. Récemment, ici, après qu'il soit revenu à Washington, il a dit que celui qui est président de la République... Il a même refusé de prêter d'assister aux prestations de serment de Joe Biden. Oui, c'est toujours comme ça. Partout dans le monde, là, je n'ai pas de coloration politique, mais ce sont le fait... Après une élection, il y a toujours des contestations. Mais il faut que le Congolais puisse développer son estime de soi. Et cette estime de soi se résume déjà dans le premier article de notre Constitution. La Constitution du 18 décembre 2006, qui dit ceci, je vais le lire rapidement. 18 février. 18 février 2006, qui dit ceci. Retenez, la RDC est, dans ses frontières, du 30 juin 1960, un État droit, un État plutôt de droit, indépendant, il s'agit de l'indépendance, de la souveraineté, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïque. Mais le point qui nous captive ici, c'est l'indépendance et la souveraineté. Il faut que les Congolais soient capables d'organiser les élections eux-mêmes. Parce que les Américains, quand ils organisent leurs élections, je ne pense pas qu'ils ont besoin de la RDC pour que la RDC soit, comme je peux dire, observateur ou observatrice, parce qu'on parle de la RDC. Ils comptent sur eux-mêmes. Et nous aussi, déjà, il faut qu'on commence déjà à pratiquer cet objectif-là, parce que nous disons nous sommes indépendants et il faut que même notre propre élection soit vraiment des élections sur lesquelles nous-mêmes, nous croyons que nous allons organiser des bonnes élections. Donc là, c'était une petite parenthèse que j'allais ouvrir. Et sur la question que vous avez posée, que les Nations Unies ont aujourd'hui, disons, l'ONU a aujourd'hui reconnu que le M23 est soutenu par le Rwanda. J'en ai discuté il y a quelques heures, parce que déjà, depuis le mois de mai, entre mai ou avril, le gouvernement congolais a déjà reconnu cela. Et c'était une déclaration qui était faite déjà il y a longtemps. Les gens disaient que le Rwanda soutenait le M23. Et finalement, on a vu que le gouvernement a au moins officialisé cela. Mais aujourd'hui, les Nations Unies n'ont que complété ou encore ne sont que revenus sur ce que la RDC avait déjà dit. Donc, je peux dire que c'est juste un complément. Mais moi, je pense qu'il ne suffit pas seulement de reconnaître que le Rwanda, que Kigali soutient le M23. Mais il faut aller plus loin. Parce que vous avez cette affirmation à l'issue des enquêtes que vous avez menées. Mais je pense que la meilleure des solutions, il faut passer aux sanctions. Parce que vous savez que c'est un M23 qui crée l'insécurité, qui fait partie des groupes rebelles, ou je dirais même terroristes, qui sèment l'insécurité dans la RDC, est déjà soutenu par le Rwanda. Pourquoi ne pas aussi décréter des sanctions sur son fournisseur? Parce qu'aujourd'hui, la RDC, qui est le pays qui est agressé, et aujourd'hui sous l'embargo l'achat d'armes, l'embargo sur les armes et munitions. C'est une chose qu'aujourd'hui, peut-être on va parler tout à l'heure, qu'il faut que la RDC puisse faire de lobbying pour essayer peut-être que cet embargo soit levé, bien qu'il s'est repoussé jusqu'au 1er juillet 2023. Mais je pense qu'il faut normalement aller plus loin, sanctionner peut-être, je dirais, le Rwanda, parce que il soutient ceux-là qui créent l'instabilité dans l'Est de la RDC. Donc je pense que c'est, pour ne pas dire un non-événement, c'est une information qui ne vient que compléter ou encore affirmer ce que le gouvernement congolais avait déjà fait. Et je pense que ça peut être aussi, bon, pas une façon de faire les yeux doux à la RDC, mais je pense que le mieux, c'est que, je peux dire c'est comme la quintessence, l'élément crucial pour nous, c'est qu'aujourd'hui les Nations Unies puissent prendre des décisions qui seront exemplaires, et surtout aussi efficace. Par exemple, les sanctions peuvent être de plusieurs ordres. Économiques par exemple, ou encore je dirais sécuritaire, ou pourquoi pas aussi décréter un embargo sur le Rwanda, sur l'achat d'armes par exemple. Donc c'est bien de reconnaître, mais il faut aller plus loin, il faut être plus pragmatique s'il faut le dire ainsi. Georges, la MONUSCO devient aujourd'hui un acteur majeur de l'insécurité en République démocratique du Congo.
En quelque sorte, il faut le dire, parce que nous avons vu nos compatriotes tomber au travers des balles tirées par la MONUSCO. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est eux maintenant qui se transforment en une mission avec pour objectif de stabiliser, de maintenir la paix, se transforme en groupe criminel. Voilà ce que l'on peut dire par rapport à cela. Je reviens un tout petit peu sur ce que vient de dire l'ami, lorsqu'il a parlé de la MONUSCO qui devrait partir, pourquoi pas compter sur nous-mêmes. Ça, ça ressemble à ce que j'ai appris de notre président de la République au départ, c'est-à-dire ce que les militants ont appelé la bonne volonté. Mais ce n'est pas de la bonne volonté, moi je pense que c'est de l'illusion tout simplement. On pense sur soi, on compte sur soi lorsqu'on en a la capacité. Nous n'avons pas cette capacité. Et tenez à ce que je vous informe que si la MONUSCO continue à être sur notre sol, ce n'est pas suite à notre volonté. C'est parce qu'on nous l'impose. C'est une force qu'on nous impose, papa. Vous devez le savoir. Et s'il faudrait même organiser les élections avec nos propres moyens, ce n'est pas du nouveau. Le régime passé l'a fait, nous l'avons vu. Ce n'est pas pour autant que je soutiens ce qui s'est passé, non pas parce que j'ai été le farouche opposant de ces régimes passés. Mais malheureusement pour moi, je suis déçu de ce que j'ai vu maintenant. Donc j'ai m'allie aux propos sortants de M. Franck Diongo, mais je ne m'allie pas à lui comme étant homme politique. Donc je m'allie tout simplement en disant que nous avons soutenu ce régime, mais malheureusement il s'est écarté de la ligne que nous a inculqué Papa Étienne. Donc moi, par rapport à cela, je dirais aussi que je m'accroche à cette pensée-là pour dire que nous avons pensé avoir un régime cette fois-ci parce que la MONUSCO s'est maintenue, parce que l'on nous avait appris que le gouvernement passé était un gouvernement faible, médiocre, ainsi de suite. C'est ainsi que les forces extérieures pouvaient faire tout ce qu'ils pouvaient parce qu'il n'y avait pas un fils digne à la tête du pays. Mais fort malheureusement, nous nous retrouvons avec les fils d'un opposant farouche, comme vous l'avez signalé, à la tête du pays. Et chose grave, le même va-dire que nous avons condamné se reproduit cette fois-ci, mais avec une intention supérieure que celle passée, malheureusement. Aujourd'hui, la vie sociale des Congolais, c'est catastrophiquement dégradé par rapport à ce que nous avons décrié hier. Ça, nous devons nous le dire. Nous devons être sincères quelquefois, parce qu'ici, c'est une assemblée des professionnels des médias. Ce sont des analyses que nous faisons, des analyses qui ne doivent pas être quelquefois maquillées. Ici, on doit se dire les choses telles qu'elles sont. Ce gouvernement, ce régime que nous avons considéré comme étant le régime sauveur, voilà où nous sommes aujourd'hui. On enlève une maman de 69 ans, on enlève un monsieur, je cite Jimmy Kitenge. Pourquoi? On ne sait pas, on les enlève. On les enlève alors que le président a promis que... Tout ça, c'est la MONUSCO. Non, je parle de la faiblesse du gouvernement, parce qu'on nous avait dit que la MONUSCO continuait à se maintenir. Le gouvernement actuel est venu au pouvoir trouver la MONUSCO. Ils ont trouvé la MONUSCO avec un accord qui a été signé depuis 2000. Je vous rappelle, en 2000, c'était pas Kabila qui est au pouvoir, c'était ni Félix Tshisekedi, président de la République, qui est au pouvoir. Et pourquoi cette ampleur de vouloir que la MONUSCO puisse partir maintenant n'a pas commencé dès la prise de pouvoir en 2018? Pourquoi seulement qu'on doit se réveiller à la veille des élections pour qu'on cherche à exclure cette MONUSCO? Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt politique là-dessus? Moi, je pense que... Donc, pour dire que les manifestations de Goma, il y a une main noire derrière. Bon, je n'en ai donc, pas pour dire que le peuple congolais qui sont morts, et aujourd'hui, il y a une main noire derrière. On peut parler, il y a quelqu'un qui doit organiser ça, parce que nous sommes à la veille du pouvoir. Des élections, allais-je dire. On incite les pauvres Congolais que nous sommes à de telles pratiques. Et vous savez déjà que dès le départ, les Congolais dans sa majorité ne voudraient plus de la MONUSCO.
Mais se permettre de descendre sur la rue peut être déclenché. Ça s'est fait en 2013, je vous rappelle l'histoire. En 2013, c'était la même chose. C'est pas la première fois. Qui a marché en 2013? C'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois qu'il y ait une mobilisation contre la MONUSCO. Voilà pourquoi je vous dis que les choses n'ont pas changé comme les gens le pensent. Parce que si les gens ont marché en 2016 en 2013 sans succès, cette fois-ci les gens marchent, mais avec des morts. Sans succès, mais avec des morts. Mais sans succès, bien sûr. Mais Tshisekedi n'était pas au pouvoir. Mais cette fois-ci, il y a une marche sans succès, mais avec mort. Et le Rwanda, dont ton pointe du doigt, continue à se maintenir. Si les accords sont vifs et entre-temps le monsieur Karega, comment on l'appelle, l'ambassadeur rwandais est là très à l'aise. Et on prétend expulser le porte-parole de la MONUSCO. Non, le porte-parole de la MONUSCO n'est pas le problème. Soit, si nous sommes forts, si nous avons une diplomatie agissante comme on réclame régulièrement, qu'on fasse partir la MONUSCO, là nous allons acclamer. Parce que c'est ça le souci de tout le monde. Mais je ne sais pas, je ne vois pas pourquoi cet acharnement maintenant à la veille des élections, qu'on la maintienne d'abord jusque-là. Voyons voir ce que les élections vont produire et tout juste après ils peuvent partir. Ce n'est pas une urgence parce qu'ils ont été avec nous pendant plus de 10 ans. On les a soutenus. Joël, je finis s'il vous plaît. Vous aurez la parole. Joël Otundi. Merci beaucoup, mon confrère Yves. Je voudrais d'abord revenir de ce que mon confrère Ngimbi a dit ici sur ce plateau. Mon confrère, soyez sérieux. Il ne faudrait pas venir avec des arguments farfelus et fantasmagoriques pour nous dire la souveraineté et l'indépendance de la RDC. Cette indépendance est fantasmagorique, cette indépendance est imaginaire. En réalité, la République démocratique du Congo n'est pas indépendante. Si le Congo de Lumumba était indépendant, on ne pouvait pas vivre toutes ces bêtises qu'on est en train de vivre sous le pouvoir du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Si je peux complètement... Non, c'est mon temps d'antenne. C'est mon temps d'antenne. C'est mon temps d'antenne. Sécurisez-moi, s'il vous plaît. C'est mon temps d'antenne. Non, il faudra retenir que on n'est pas indépendant. Cette indépendance, elle est fantasmagorique, elle est imaginaire. Et si on était indépendant, faisons le débat, si vous voulez qu'on fasse le débat de l'indépendance et de la souveraineté ici. Dans ce pays, la République démocratique du Congo dépend à 90% de l'extérieur. Un pays indépendant ne peut pas dépendre à 80% de l'extérieur. Si notre chef de l'État est malade, je ne le souhaite jamais, je donne un exemple, nos ministres, s'ils tombent malades, nos députés, ils vont se soigner où? À Mamayemo? C'est en Europe qu'ils vont. Même si pendant leurs vacances, ils vont en Europe, aux États-Unis d'Amérique, à Dubaï, avec leurs enfants. Vous avez vu un ministre français, un secrétaire d'État américain venir se soigner ici en Afrique, au Congo, ou en Afrique du Sud? Non. Le Congo n'est pas indépendant. Il n'est pas question, et d'ailleurs, cette indépendance ne se décrète pas dans des plateaux télé ou soit dans des débats politiques. L'indépendance d'un pays, on le construit. Ici, je ne voudrais pas donner un exemple du Rwanda, un pays qui nous agresse, mais le génocidaire, excusez-moi le terme, Paul Kagame, a compris les choses que pour être respecté dans ce monde, il faut un rapport de force. C'est-à-dire pour être respecté dans ce monde, il faut un rapport de force. Ce rapport de force, il faut le construire par une économie forte, avec une armée forte et dissuasive, avec un système sécuritaire sophistiqué. Et c'est le cas au Congo? Non. Venons à la question à l'épineuse question de la MONUSCO. Mon confrère Yves, ici je voudrais dénoncer avec véhémence l'irresponsabilité de notre gouvernement. Je ne peux pas m'imaginer, il y a eu des marches ici pour demander l'expulsion de l'ambassadeur rwandais, le négationniste Vincent Karega, sous le sol congolais. Et jusqu'à présent, le monsieur est là. Mais, avec légèreté, le gouvernement de notre pays annonce l'expulsion du porte-parole de la MONUSCO. Pourtant, il y a quelques
jours passés ou quelques semaines passées, le représentant ou l'ambassadeur de la RDC aux Nations Unies a dit quasiment la même chose. Il a dit que la RDC n'avait pas de logistique sophistiquée qui pouvait faire face aux terroristes du M23. L'ambassadeur de la RDC aux États-Unis, au Conseil de sécurité de l'ONU, qui a dit ça? Et Bintou Keïta, la représentante du secrétaire général de l'ONU, a dit la même chose. Alors pourquoi expliquer le porte-parole de la MONUSCO? Ce sont des décisions populistes que nous dénonçons. Mon confrère a dit des choses qui me fait très mal au cœur. Il y a eu des choses qu'on a condamnées sous l'ancien système de prédation de Joseph Kabila, qu'on est en train de vivre sous le pouvoir du chef de l'État, Félix Tshisekedi. On ne devrait pas vivre ça. Des arrestations arbitraires, des intimidations, le musellement de la presse. Moi, qui vous parle ici, je reçois des menaces chaque jour. C'est parce que nous critiquons la mauvaise gouvernance du pouvoir en place. Nous critiquons l'étâtonnement du gouvernement en place. On reçoit des menaces. Alors que on ne devrait pas vivre cela dans un pays d'état de droit. Nous sommes dans un pays d'état de droit, dans un régime démocratique. Et des méthodes, des actes qu'on a condamnés avec Tshisekedi. L'état de droit ne veut pas dire on est en train de revivre sous le pouvoir de Félix Tshisekedi. Et d'ailleurs, il y a certains qui disent après Kabila égale Kabila. Alors je me pose la question, où est le changement qu'on a attendu sous le pouvoir de Félix Tshisekedi? Pour chuter pour cette question, il ne faudrait pas qu'on puisse dédouaner la responsabilité du gouvernement sous la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Vous avez suivi je ne voudrais pas ici faire l'angélisme ou l'apologie des terroristes du M23, mais vous avez suivi le fameux porte-parole de ce mouvement terroriste sur RFI. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ne vont pas quitter le Bunagana. Ils vont continuer à occuper ces territoires. Et d'ailleurs, ils disent, selon le porte-parole, il faudrait que le gouvernement puisse aller à Bunagana pour qu'il puisse négocier avec ces terroristes. C'est très grave. C'est très grave. Donc ici, on comprend que les terroristes du M23 font la loi sur notre sol et le gouvernement congolais est là. Il est incapable de sécuriser les populations, mais également de rétablir la sécurité dans la partie Est. Et c'est très dramatique et c'est très grave. Voilà, nous chutons à la fin de l'émission. Welcome Gembi, votre toute dernière parole en quelques secondes. Oui. Les Nations Unies ont révélé ce que le Congo savait déjà. Cette révélation, y aura-t-il des sanctions ou le Rwanda va toujours continuer à faire mal aux Congolais? Tout d'abord, je dirais, personnellement, je voudrais mener un débat ou une réflexion qui ne se base pas sur les individus. Oui. Là, c'est ma façon de faire les choses tous les jours. On parle de l'État congolais, personnellement, j'aime beaucoup plus parler lorsqu'il s'agit de l'intérêt de tous. Lorsque je parlais de la souveraineté de l'État ou de l'indépendance, je pense que je ne me suis pas fait très bien comprendre. Je ne dis pas qu'à tout le niveau, à 100%, le Congo est déjà indépendant. Je dis que c'est un processus. Il faut que d'abord nous-mêmes, en tant que Congolais, que ce soit les dirigeants ou même les dirigés, c'est-à-dire le gouvernement ou les gouvernés, puissent s'imprégner de cette volonté. Et cela doit se manifester à tous les niveaux. Puisqu'on parle des élections, comme par exemple que la MONUSCO doit rester pour faire l'observation, je dis que puisqu'on a fait cela en 2018, il est aussi possible de faire la même chose, que les Congolais puissent eux-mêmes vouloir matérialiser cette indépendance, qui est même répétée dans notre constitution. Ce n'est pas, je peux dire, des discours un peu oisifs, si je peux le dire ainsi. Donc c'est juste un appel, parce que nous sommes les leaders de l'opinion en tant que journalistes, et il faut que nous puissions faire cela. Et s'il faut parler directement de la RDC, je pense que pour mettre fin rapidement, juste quelques secondes, pour mettre fin à cette insécurité, il faut que d'abord que nous-mêmes, que nous puissions développer les moyens
attribuer à nos FRDC pour que nous puissions nous-mêmes défendre notre souveraineté. Georges, votre toute dernière parole dans 30 secondes. Bien que le temps est réduit, sérieusement, mais je voudrais que mon frère Étienne, bon, pas retenir, c'est un tout petit peu fort, mais il serait mieux que vous puissiez noter encore qu'il est quasi impossible qu'on parle l'État sans qu'on évoque les institutions, sans qu'on évoque les individus, parce que les institutions sont animées par des hommes. Donc, je reviens à la grande question. Bien que le temps est réduit. Oui, le temps est réduit. Chité, voilà, vous l'avez chuté. J'ai réduit, j'ai conclu plutôt en disant que nous sommes déçus, nous qui avons cru en l'avènement de l'actuel président au pouvoir, croyant qu'il viendrait changer la vie sociale des Congolais, qu'on maintienne, qu'à travers lui, la paix totale serait trouvée sur l'ensemble du territoire. Malheureusement, tout s'est amplifié. Tout est chaotique, des arrestations par-ci, par-là. Voilà seulement en quelques mots tout ce que j'ai dit. Je ne sais pas ce qui m'attend tout de suite là après. Peut-être qu'il y aura des menaces à travers... Non, je vous rappelle déjà que ce n'est pas le pouvoir en place qui est incapable de soutenir les FARDC. Parce que le pouvoir donne le moyen pour que les FARDC puissent combattre contre l'ennemi. En ce moment, c'est la MONUSCO. Je vais finir avec lui, Joël Joski, votre dernière parole dans quelques secondes. Les gouvernements attestent. Non, s'il vous plaît, on nous signale déjà qu'on est à la fin. On va prendre Joël Otudi et on le groupe rebelle plus armé que la... Merci beaucoup, mon confrère. Mais ici, je voudrais jeter par des questions. Je m'interroge. Un militaire congolais touche quel salaire? Un policier congolais touche quel salaire? C'est parce que vous aviez dit que le gouvernement donne suffisamment de moyens à notre armée. Mais je m'interroge. Un militaire congolais à quel salaire? Un policier congolais à quel salaire? Ici, je voudrais inviter au gouvernement congolais, mais également aux institutions du pays, de pouvoir doter suffisamment nos FARDC des moyens conséquents, afin qu'ils puissent combattre les terroristes du M23. Il ne faudrait pas qu'on puisse dilapider de l'argent dans des distractions. Ici, le pouvoir en place est champion dans des distractions. On nous balance l'affaire Kaboun et tout. Pendant que nous sommes en pleine agression rwandaise via les terroristes du M23. Donc il faudra qu'on puisse prendre conscience. Aujourd'hui, le pays est gangréné par la corruption des antivaleurs. Donc la situation du pays est catastrophique dans tout le domaine. Merci Joël Otudi. Merci Welcome Gimbi. Merci Georges pour votre présence. Merci à tous nos téléspectateurs qui ont suivi l'émission Club Média. Nous avons rendez-vous dès tout le samedi en direct sur le Phare Télévision. Le dernier message que nous allons donner à la population congolaise. Si en ce moment ici, on parle de ce qui touche la République démocratique du Congo, on ne parle pas individu, on ne parle pas président de la République. Le Congo appartient à tous les Congolais. L'article 64 de la Constitution nous dit que tous les Congolais ont le devoir de protéger la nation congolaise. Nous avons tous le droit, le devoir. Nous devons nous prendre en charge et nous lever pour faire sortir ceux qui sont venus piller le pays avec comme raison de nous sécuriser alors qu'ils ne nous sécurisent pas. S'il n'est pas question des élections, nous avons eu des élections ici en 2018, crédibles, transparentes et apaisées. Il n'y avait pas la présence de la MONUSCO. Nous pouvons le faire avec et sans la MONUSCO. Si vous aimez la République démocratique du Congo, levons-nous de partout que nous sommes, car il y a de ceux qui sont tués à Beni. Et nous, à Kinshasa, ici, nous sommes vraiment à l'aise et calmes, dans le silence, dans une vie d'ambiance, dans le bruit chaque week-end. Mais de l'autre côté, ils ne sont pas dans le bruit, c'est le bruit des coups de balle, tous les jours, chaque soir et chaque matin. Il faut nous lever parce que ceux qui sont morts là-bas, ce sont des Congolais comme vous et moi. Merci à ceux qui étaient derrière la technique. Je vois Eric Diankino qui était derrière la caméra. Je vois les DT Christian Mangala qui était également à la régie. Je vois la régie finale Aristote Ndombele. Je vois également l'homme blanc de Le Phare Télévision, David. Et merci à vous qui nous avez suivis de partout. Restez branchés dans votre programme. Bonsoir.